L'idée en fait de cet épisode-là, c'est vraiment de partir de Donjons et Dragons, dont on a parlé dans une émission le plus connu. Le plus connu, et effectivement, quand on en a parlé, on a surtout parlé finalement des adaptations de l'univers, de finalement l'impact. Parce que typiquement, Stranger Things, il parle de Donjons et Dragons. Voilà. Donc là, l'idée, ce serait de parler un peu des formats, histoire d'expliquer qu'il n'y a pas qu'un seul format de... Il y a de quoi faire. Voilà. Donc les dés, les cartes et autres. Parce que bon, on a déjà vu du jeu de rôle avec du Shifumi, donc... J'ai déjà joué à un jeu de rôle avec des personnages en pain de mie, avec des petits boutons en guimauve. Faut absolument qu'on en parle. Il y a un concept aussi dont il faut qu'on parle avec Thibaut, mais le dire à la radio, ça serait... On pourrait se faire voler le concept, en fait, une partie de JDR où c'est les chats qui jouent avec les dés. Oh, et c'est enfer. Comme ça, en fait, qu'on décide. Voilà, c'est eux qui poussent, uniquement les chats qui poussent les dés. J'aime beaucoup. Du coup, bonjour à toutes et à tous, évidemment. Je m'appelle Thomas Carnisser, je suis en compagnie de Salomé Neuvière et de Thibaut Tournery. Bonjour. Et coucou. Et effectivement, j'ai avec moi donc deux personnes qui font partie du Manoir du Crime, Salomé en bénévole, Thibaut en salarié, le Manoir du Crime qui organise moult choses relatives au jeu de rôle au sens large en plus, parce que pour le coup vous faites vraiment beaucoup de choses, et c'est vrai que pour le jeu de rôle traditionnel, puisque maintenant en plus le jeu de rôle, il y a vraiment cette appellation du jeu de rôle traditionnel, donc c'est vrai que si vous connaissez pas trop le JDR, c'est que vous avez manqué quelques cases en fait dans l'évolution depuis quelques décennies, puisque c'est 1980, un tout petit peu avant en fait. Et 50 ans pour cette année, ouais, du plus vieux JDR, du plus vieux historique connu, ouais. Donjons et Dragons, effectivement, qui fête ses 50 ans. Donc si vous avez moins de 50 ans et que vous dites ouais mais le jeu de rôle c'est un truc de jeune, ça c'est mort. C'est mort. Un demi-siècle, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, effectivement, depuis, on a quand même une grosse évolution, en fait, puisque le jeu de rôle, pour rappel, quand je me mets à un jeu de rôle, je décide potentiellement d'aller sur tel ou tel par rapport à l'univers. J'ai un manuel du gardien, c'est souvent comme ça que ça se... un manuel du maître de jeu ou peu importe, qui va décrire l'univers, qui va me permettre de dire aux personnes joueuses comment créer leur personnage pour interagir avec cet univers-là, et avec des règles de jeu pour me permettre, moi, d'organiser en fait cette interaction-là. Jusque-là, j'ai bon ? Jusque-là, c'est tout à fait juste, effectivement, en tout cas dans les grandes lignes, parce que ça, c'était un petit peu la base, le b.a.-ba du jeu de rôle, effectivement, quand il a débuté. Il faut savoir que Donjons et Dragons, à la base, il est né finalement d'une volonté de rendre plus narratif et plus interactif des parties de wargame. Donc dans des jeux de simulation de guerre sur plateau, qui finalement se sont resserrés de plus en plus sur l'histoire individuelle des personnages qui sont sur la table, jusqu'à finalement devenir véritablement un jeu qui se concentre sur l'incarnation d'un personnage. Chaque joueur a son personnage à jouer dans un univers spécifique. Et alors, à partir de là, en fait, les systèmes de jeu, justement, que tu disais, les règles de jeu, comment aborder l'univers, comment interagir avec ses joueurs, ces choses-là ont énormément évolué au cours des décennies, même au sein de Donjons et Dragons lui-même. Certains pour s'éloigner finalement du wargame, d'autres peut-être pour y revenir également. Donc il y a eu beaucoup de changements, et c'est vrai que 50 ans plus tard, le jeu de rôle, en fait, c'est un terme très générique. Finalement, maintenant, on parle des jeux de rôle au pluriel, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puisque effectivement, si vous avez regardé la série Stranger Things, très, très bel accent, on se retrouve avec un format assez classique où les personnages sont sur le plateau finalement, avec le démon Gorgon qui est en plein milieu, etc. Donc il y a vraiment ce besoin-là. Personnellement, le jeu de rôle tel que moi je l'ai connu au collège avec mon grand frère. Du coup, c'était du Shadowrun, de l'Appel de Cthulhu, où effectivement on était sur plutôt du jeu de rôle papier, où il n'y avait pas de représentation physique, il n'y avait pas de figurines, il y avait des pizzas. Ça, c'est resté. En 50 ans, c'est vrai que sortir une petite pizza, le manger. C'est plus systématique, mais le manger est toujours présent, effectivement. Le manger est présent, le manger est nécessaire, tout à fait. Et les systèmes, on a survolé le système de Donjons et Dragons,
mais il a peut-être un peu vieilli. En tout cas, il y a peut-être quelque chose qui a évolué en termes de façon de jouer. C'est vrai que oui, on peut dire qu'il a vieilli, mais aussi il a bougé, parce que Donjons et Dragons, à l'heure actuelle, en 2014, c'était la 5e édition qui sortait, et là en 2024, pour ses 50 ans, du coup, s'annonce alors ils appellent ça la 5.1, mais tout le monde l'appellera la 6e, la 6e édition, donc encore un gros remaniement du système de jeu pour aussi évoluer avec son temps. Malgré tout, effectivement, c'est un système qui est quand même resté sur ses acquis et qui a essayé de se moduler sans tout recommencer à zéro. Donc c'est un système qui est quand même assez complexe de prime abord, là où certains jeux de rôle vont miser davantage sur une sobriété, voire, j'ai envie de dire, une abstraction quasi totale du système. Certains jeux de rôle sont tellement simples en termes d'accès qu'ils peuvent même être un peu dur d'accès, parce que ça va demander encore plus d'imagination, et d'autres, au contraire, vont s'orienter sur quelque chose d'encore plus cadré que Donjons et Dragons, plus restreint peut-être en termes d'univers, mais pour essayer de se rapprocher peut-être de jeux de société ou de choses comme ça. Pour rappel, en termes de façon de jouer classique, j'ai une fiche de personnage, j'ai des compétences de base et des compétences avancées. Enfin, j'ai des attributs. Statistiques, ouais, en quelque sorte. Ouais, exactement, avec la partie où, quand moi, par exemple, Salomé, je te dis, je vais faire une roulade pour attraper mon épée. Toi, ça va être compétence agilité, effectivement, éventuellement. Et ensuite, ça va être de mesurer selon le jet de dés si c'est un succès ou un échec. Donc, soit c'est un succès, dans ce cas-là, tu arriveras à rouler vers ton épée et à l'attraper, soit c'est un échec, et dans ce cas-là, ça va dépendre du taux d'échec. Tu peux rouler complètement à côté, tu peux rouler sur ton épée et t'embrocher dessus. Voilà, il y a vraiment une variété. Ça, c'est plus ou moins à la discrétion du maître du jeu, justement. Ça va être, soit c'est un gros échec critique, comme on dit, et dans ce cas-là, effectivement, ça va être pénalisant, ou au contraire, ça va être ça va être un succès, et dans ce cas-là, voilà, c'est le test est réussi, quoi. Donc on avait parlé à un moment donné dans une précédente émission le principe de l'échec critique et du succès critique, avec des systèmes où on a le système de Donjons et Dragons, on a le système de l'appel de Cthulhu typiquement, qui sont très très différents, puisque il y en a un où en fait le 1 c'est un échec critique alors que l'autre c'est l'inverse, c'est une réussite critique, ça dépend beaucoup du jeu de rôle en question. Toi Thibaut, je crois savoir que le système 100 par exemple de l'appel de Cthulhu, déjà tu le trouves un peu daté, ou du moins pas trop adapté à ce que toi t'as envie. Alors en fait c'est aussi une question d'opinion personnelle et de goût, mais c'est vrai que le système par exemple de l'appel de Cthulhu, ça dépend en fait de l'interprétation qu'on va faire de l'univers Lovecraftien. Souvent le reproche que je fais à ce système, pour la façon que moi j'ai d'approcher l'univers Lovecraftien, c'est que je me concentre davantage sur l'ambiance et sur l'horreur Lovecraftienne, là où finalement le jeu invite par ses mécaniques davantage un peu de pulp et d'action, qui personnellement ne sont pas des approches qui m'intéressent en fait dans l'adaptation Lovecraftienne. Mais pour du pulp, le système peut fonctionner un peu plus déjà. Et après, comme tu le disais, il y a vraiment déjà même au sein de mécaniques communes, que ce soit l'échec critique, la réussite critique, il y a plein de façons en fait de les faire apparaître. Il y en a qui sont ascendants, descendants, donc avec le 1 ou le 20 en fonction, si c'est un jeu à D20. Il y en a qui vont même pas utiliser de dés. Il y a des jeux qui utilisent des systèmes avec des cartes. Il y a des jeux qui se passent tout simplement de lancer des choses. Il y a des jeux qui se jouent avec des jetons. Et j'ai même déjà joué des jeux de rôle avec des trucs un peu bizarres. Donc avec un jeu qui se joue avec des noisettes ou un jeu qui se joue avec des bonhommes de pain d'épices. Les mécaniques de jeu sont maintenant devenues très très variées. Et vraiment, il faut toujours regarder qu'est-ce que la mécanique va apporter vis-à-vis de l'univers et surtout de l'expérience de jeu que ce jeu de rôle spécifique va essayer de transmettre. Donjons et Dragons, c'est un jeu épique, donc il va essayer de pousser vers des actions d'éclat avec, on va dire, un grand panel très large en termes de possibilités, de magie, d'effets secondaires, ce genre de choses. C'est pas le cas de tous les jeux de rôle. Il y a des jeux de rôle aussi qui sont plus purement sur de l'ambiance, purement sur vraiment du ressenti. On peut penser à Wizin, qui est un système très très simple, très narratif. Vous avez besoin d'un sachet avec des jetons blancs et quelques jetons noirs.
d'une bonne narration et d'une lumière tamisée. Et c'est parti pour de l'horreur. Ah oui, on est sur des choses extrêmement variées. Je suis désolé, il faut que je pose la question. On parlait de manger. Le pain d'épices, le personnage en pain d'épices, on le mange au fur et à mesure de l'aventure ou... Oui, en fait, c'est effectivement ça, parce que c'est un peu une torture quelque part. Et c'est là où c'est très rigolo cette mécanique, c'est que ce bonhomme en pain d'épices représente l'évolution de la santé de votre personnage. Donc vous avez à la fois tout intérêt à ne pas le manger trop vite parce que sinon votre personnage disparaît. Et en même temps, vous avez quand même bien envie de croquer dedans. Donc il va lui arriver des mésaventures effectivement et au cours de la partie vous allez manger une partie de votre feuille de personnage. C'est magnifique. À l'approche de Noël, sachant que le pain d'épices, voilà, je crois que j'ai trouvé, ça y est, le jeu que je vais faire pendant les fêtes de fin d'année. Mais bon, enfin, je crois que je vais acheter une 50aine de pains d'épices parce que je me connais, va falloir que je fasse il faut tester les personnages avant. Exactement, faut les goûter. Toi, Salomé, tu as des préférences en termes de système de jeu, en termes de quand tu tombes sur un jeu de rôle, parce que tu en as joué un paquet maintenant. Oui, alors justement, depuis que je suis arrivée au Manoir du Crime, donc avant j'étais que joueuse en fait, donc ce qu'on appelle PJ, donc personnage joueur, et grâce au Manoir du Crime, j'ai pu commencer justement à masteriser, comme on dit, donc en tant que maîtresse du jeu, donc MJ, et j'ai remarqué très vite, voilà, donc c'est ce qui me faisait peur avant de me lancer, c'était justement tous ces systèmes de dés en me disant voilà, c'est quand même très complexe et tout, comment derrière notre écran de maître du jeu, comment est-ce qu'on va calculer tout ça, jusqu'au jour où Thibaut m'a dit mais de toute façon les joueurs ne vérifieront jamais, donc fais à ta sauce. Je balance Thibaut. Je maintiens. Il y a la très célèbre tactique de jeter le dé pour rien. Ça marche à tous les coups. Je jette le dé derrière mon paravent de maître de jeu. Il y a tout le monde qui se demande ce qui est en train de se passer, si c'est pas un ennemi qu'ils ont pas vu. Parce que en plus, j'ai un sacré handicap dans les jeux de rôle, c'est que je suis nulle en maths, en fait. Donc si déjà il y a plusieurs jets jetés, qu'il faut calculer la somme complète, déjà habituellement je laisse les joueurs faire. Donc et là je me rends compte qu'ils sont toujours plus rapides que moi, donc ça m'arrange. Non, en fait, c'est ce que j'ai remarqué moi, en tout cas après plusieurs parties, c'est que les dés permettent au début de lancer l'aventure et très souvent le système de dés est peu à peu abandonné pour plutôt un système plutôt narratif en fait, où les joueurs en tout cas sont tellement investis et lancés que finalement, enfin après peut-être parce que moi-même je suis une MJ qui est plutôt dans la narration pour faire vivre une histoire que plutôt de calculer dans tous les sens non mais ça en fait ton bouclier il te protège de temps par rapport à ton épée et ton armure etc. Voilà, où je trouve que ça peut vite casser justement la narration finalement. Après il y a des joueurs qui préfèrent cette version-là, mais personnellement j'ai eu beaucoup de joueurs, j'ai notamment été assez surprise lors d'une partie de l'Anneau unique en fait, donc qui est un jeu de rôle qui reprend donc l'univers de Tolkien, donc du Seigneur des Anneaux, où les aventuriers rencontraient des bandits, et je m'étais dit, va y avoir une phase combat qui va commencer, et je disais, est-ce que vous souhaitez aborder les bandits, est-ce que vous souhaitez parlementer, est-ce que vous souhaitez attaquer tout de suite? Et tous les joueurs, donc j'en avais 4, me disaient « Ah non, nous on veut parlementer, on va essayer des jets de charisme, etc. » Ça s'est très bien passé, ils disaient « Nous on veut absolument pas de combat, ça nous va très bien. » J'ai dit « Ça me va aussi, donc tant mieux. » Faites-leur un peu peur et on passe à la suite. Oui, il y a en plus... à un moment donné, quand Thibaut parlait du côté, j'ai de l'investigation horreur dans Lovecraft, où je peux avoir l'horreur totale de films d'horreur, on est sur en plus un genre d'horreur assez particulier avec Lovecraft, parce qu'on est sur l'horreur indicible. Donc effectivement, on peut avoir ça, ou alors on peut basculer vers le côté la momie, avec la traction avant, avec l'autre, avec la Thompson en train d'avoiner une créature volante. Bref, effectivement, c'est aussi la question de ce que, en tant que narration collaborative, on recherche en tant que groupe, c'est-à-dire autant un groupe qui cherche pas de combat. J'avais lu une blague sur internet parce que c'était exactement ça, où on disait que le MJ donc écrivait le scénario, écrivait tout de bout en bout, mais que la playlist, c'était les joueurs qui l'a décidé. Ça peut être soit Benny Hill, ou ça peut être soit effectivement l'OST d'un film d'horreur, etc. C'est les joueurs qui vont décider de l'ambiance finalement. Ouais, puis il y a un truc aussi qui est assez rigolo, c'est vrai, là-dessus. C'est par exemple, je maîtrise pas mal sur le jeu Alien. Pareil, un jeu d'ambiance où ça se passe mal. Et voilà, c'est un jeu qui est quand même très porté sur l'horrifique.
Mais faut pas s'imaginer du coup que les gens sont véritablement à pétocher en permanence pendant la partie. En vrai, une bonne partie d'Alien, ça reste un moment très convivial où on rigole énormément, mais où mine de rien, on rigole à se faire peur. C'est comme se faire une soirée film d'horreur à la maison. En vrai, le but, ça reste quand même de passer un bon moment tous ensemble et tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté jonglage entre des moments de tension réelle, hein, où vraiment on rentre dans la peau du personnage et on envisage à quel point la situation est pourrie, et en même temps les moments de décompression vraiment où ça rigole et ça part complètement en cacahuète, avec des fois des interventions de la part des joueurs. Ce que je dis souvent moi en tant que meneur de jeu, c'est en vrai un bon scénar, j'ai une amorce et après le reste je regarde faire les joueurs. C'est exactement ça. Et c'est très vrai. Vous mentionniez notamment les jetons qu'on sort d'un sac. Il y a le système de cartes, notamment sur les lames du cardinal, c'est un jeu de tarot. Oui, et sur Château Falkenstein, c'est un jeu de cartes traditionnel. Ouais, en fait, il y a beaucoup de variétés comme ça. Tu mentionnais justement la brouette 2D6. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des jeux de rôle, effectivement, où on peut avoir une assez grande quantité de dés à jeter, et des jeux de rôle qui vont au contraire être sur la sobriété la plus complète. Je pense entre autres par exemple à Weisberg, ou tous les jeux qui sont ce qu'on appelle Powered by the Apocalypse, hein, qui est donc un système plutôt orienté narratif, où là on va jeter entre 1 et 3 dés, pas plus. Et en vrai, c'est des jeux qui ont par contre une très grande ouverture sur les possibilités, qui vont beaucoup se concentrer sur la narration. Là où les jeux qui lancent beaucoup de dés ou qui utilisent beaucoup de cartes vont être plutôt sur un aspect un peu simulation, qui est assez proche, ou en tout cas hérité du wargame. Concrètement, Donjons et Dragons est un jeu qui, mine de rien, a quand même une certaine quantité de dés. C'est pas celui qui en jette le plus, mais il a une quantité et une variété de dés très emblématique aussi, hein, puisqu'il va du D4 jusqu'au D20. Donc voilà, il y a vraiment toujours cette question de qu'est-ce que le système essaye de raconter qui doit coller avec l'univers, et en fonction de ce qu'on essaye de représenter, est-ce qu'on est plutôt sur de la narration, de la simulation, et ça peut aller très très loin dans la simulation pour ceux qui aiment ça, ou très très loin dans la narration pour ceux qui sont vraiment plus orientés sur le collaboratif. Il y a même des jeux qui n'ont pas de meneur de jeu, où vraiment c'est juste les joueurs entre eux qui s'auto-régulent s'ils ont déjà cette discipline dans la pratique de jeu de rôle, et ça marche très bien aussi, hein, c'est très rigolo. Ouais. On avait cité notamment dans une émission précédente Sion, où on joue des enfants de dieux de différents panthéons. Ça peut être grec, ça peut être japonais, ça peut être... Et effectivement, il y a une particularité, c'est que quand on réussit, entre guillemets, trop bien une action, au bout d'un moment, on finit par avoir un impact sur l'histoire. Donc, si on pense que, je sais pas moi, le barman en dessous de son bar a une arme, on peut influer sur cette narration en décidant que c'est pas un revolver, c'est un fusil à pompe, ou alors que son arme est enrayée. En disant, voilà, je suis persuadé que son arme est enrayée, et vu qu'on a réussi les précédentes actions, ça peut avoir vraiment cette espèce d'impact sur la réalité, puisque après tout, on n'est pas humain là. Ouais, et après il y a même des systèmes, alors un petit peu entre deux, dans les jeux Powered by the Apocalypse par exemple, il y a pas très longtemps on a fait des parties de Brindlewood Bay avec Salomé, où c'est un jeu pour le coup où en fait le meneur de jeu ne connaît absolument pas la fin du scénario. En fait c'est du Agatha Christie qui rencontrerait Lovecraft en fait, puisque on ne joue que des mamies. En fait, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le personnage que vous allez incarner est une petite mamie et tout, donc qui vit à Brindlewood Bay. C'est génial. C'est extraordinaire. J'ai hâte d'être vieille, rien que pour ça. Et en fait, donc ça va tourner sur du Agatha Christie, donc en fait où il y a un meurtre finalement. Et effectivement, comme disait Thibaut, le souci c'est que même le MJ lui-même ne sait pas qui est le meurtrier. En fait. Ouais, alors que normalement, quand on est MJ, donc maître de jeu ou maîtresse de jeu, on se retrouve avec normalement l'entièreté du scénario sous les yeux. On sait qui est censé être le traître. En tout cas, le fil rouge. Ouais. Voilà, on a les clés. C'est ça. Après, les personnes joueuses vont partir n'importe comment, mais à la base, on a cette espèce de fil rouge. Par rapport au système de jeu, il y avait j'avais interviewé sur Radio Clapas Fibre Tigre.
qui du coup est assez connu vis-à-vis des streamers, des streameuses, parce qu'il organise justement du jeu de rôle filmé. Il a intervenu notamment sur Miklo Studio, sur du jeu vidéo, avec un très fort impact sur la narration interactive. Et lui, il parlait de G2D critique, en disant qu'on était sur de la narration collaborative et que les G2D devenaient vraiment le moment fort en fait de l'action, de la scène même, c'est-à-dire sur une seule scène en fait on va jeter les dés une seule fois. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là ? Alors, dans le sens où, effectivement, c'est quelque chose qu'on entend souvent chez les éditeurs de jeux de rôle, l'avertissement, souvent dans les livres de règles, de ne jeter les dés que quand ça a une véritable importance. C'est vrai que les jeux qui veulent jeter des dés en permanence, finalement, ont tendance, du coup, à rendre ça très commun, et donc ça perd en intensité. Là où effectivement les jeux de rôle narratifs ont plutôt tendance à s'en passer, ou en tout cas à les réserver à des moments critiques où le hasard justement apporté par les dés va être contrebalancé aussi par quelques autres éléments pour pas que ce soit purement du hasard, mais va permettre d'introduire effectivement un moment fort et interactif vraiment, où là on va s'investir dans cette petite tension, dans ce moment d'incertitude qui va faire basculer la narration. Donc dans ce sens-là, effectivement, oui, la notion de jet de dés critique, c'est-à-dire vraiment jeter les dés quand ça vient renforcer ce qui est en train de se faire autour de la table, en train de se raconter autour de la table, oui, c'est complètement un des éléments clés du jeu de rôle. Surtout que on parle souvent du MJ, mais finalement c'est le dé qui est décisionnaire, puisque ces moments justement critiques où le dé va être lancé, moi je sais que c'est quelque chose que j'adore quand il y a un joueur qui prend les dés, qui dit bon allez hop, je vais les jeter, et tous les autres sont en train de fixer sa main, sont en train de fixer, mais même nous en tant que MJ, on s'est dit bon alors, réussite, pas réussite, on va broder à partir de là. On est vraiment tous, en tant que PJ ou MJ, dépendants du dé en fait, et du score qu'il va y avoir. Donc c'est vrai que c'est bien, enfin ça peut être des grands moments critiques justement, enfin assez décisifs quoi, donc... En plus, on a parfois des G2D où on peut avoir plusieurs personnes joueuses qui participent à ce test. Typiquement, pousser une porte à plusieurs. On va avoir la force qui va s'additionner. On va avoir plusieurs choses comme ça. Dans les Lames du Cardinal, avec le système de tarot, on va s'échanger des cartes puisque chaque famille de cartes, en réalité, est une école d'escrime. Et donc, notre personnage appartient à une école d'escrime. Donc, on essaye de faire des plis qui correspondent en fait aux espèces de bottes secrètes. Est-ce que vous, quand vous masterisez, vous avez déjà un moment où le résultat finalement du dé qui tombe, comment dire, c'est pas qu'il gâche l'action qui avait été décidée, mais est-ce que vous avez déjà eu à compenser finalement le résultat du dé en vous disant ah c'est quand même dommage parce que l'action était vachement belle? Moi oui, je sais que ça m'est déjà arrivé, notamment quand les joueurs sont complètement embarqués et que personnellement, j'ai passé une très très bonne partie en leur compagnie, etc. Je vais pas dire que c'est un système de récompense, mais je me dis c'est vrai que c'est dommage d'arriver sur une espèce, ce qu'on appelle un fumble, donc un échec critique, et que ça fasse un peu comme un pétard mouillé, quoi. Donc après c'est d'adapter, bien évidemment, c'est pas d'annuler le jet de dés, loin de là, mais en tout cas d'essayer de voir s'ils peuvent trouver une porte de sortie ou une façon de rebondir. En tout cas, voilà. Et habituellement, si le groupe est bien lancé et assez imaginatif, ça fonctionne. Le jet de dés ne gâche pas le plaisir malgré tout. Ouais, c'est vrai que la nuance est importante dans ce que tu viens de dire, effectivement. C'est, comme elle dit, ne pas annuler ce que le dé vient de dire. La sentence du dé doit être respectée, parce que sinon on gâche l'importance qu'il a dans le système. Donc il faut garder cette incertitude. Et oui, des fois ça se passe pas comme on avait prévu. Mais c'est vrai qu'après voilà, c'est un peu la gymnastique du meneur ou de la meneuse de devoir des fois compenser un mauvais résultat qui n'est pas mérité mais qui arrive quand même. L'important c'est juste que la narration et que le plaisir de jeu ne soit pas gâché par cette intervention, mais que par contre l'impact soit bien réel dans l'histoire. Et oui, moi aussi ça m'est arrivé très très souvent de devoir aller un peu, on va dire, contre les dés, voire même, je vais le dire concrètement, de tricher allègrement avec les résultats. Mais l'important, encore une fois, c'est de ne pas annuler ce que les dés viennent de dire. Si les dés ont propulsé un échec, il faudra respecter le fait qu'il y ait un échec. Après, l'impact que cet échec va réellement avoir sur la continuité, c'est là où justement on va pouvoir jongler et aussi s'en servir comme levier finalement pour que les joueurs puissent rebondir.
Il faut aussi voir ça comme une opportunité pour la narration, en fait. Hein. Comme par exemple l'exemple de je fais ma roulade pour récupérer mon épée. Si je rate, plutôt que de m'embrocher sur mon épée, autant tu vas pousser l'épée vers un de mes coéquipiers autour de la table. Ça peut être ça, oui, ça peut être après actions, énormément de choses, oui. Ça peut être, malheureusement, l'épée se brise, mince, mais par contre, je sais pas, au bout du couloir, il y a un coffre avec effectivement une autre arme, etc., donc qui peut avoir une histoire. C'est qu'après, c'est ça, c'est le rôle du MJ, justement, c'est ça, c'est de pouvoir broder selon le résultat qu'il y a eu et de pouvoir diriger les joueurs, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'intérêt, par exemple, si la partie vient de commencer, que tu viens de rentrer dans le donjon et que tu t'embroches au bout de 30 mètres sur ton épée, merci d'avoir joué. Voilà, tu restes à côté, il y a de la pizza, et en attendant, tes collègues vont continuer l'aventure. Il n'y a que peu d'intérêt finalement. Il ne faut pas que ce soit punitif en fait. Ouais, il faut que ce soit collaboratif, il faut que ce soit un bon moment. Exactement. Donc, moi, j'ai jamais supporté justement ces MJ qui se disent il y a des dangers de mort, donc vous allez mourir, etc. Tout ça. Si les jets de dés ont été en faveur des joueurs, dans ce cas-là, ils sont en faveur des joueurs et il n'y a pas à insister pour que un des PJ décède même à la fin de l'aventure, quoi. Ouais, c'est en fait finalement, je pense que pour clore un peu là-dessus, il faut se rappeler que dans un jeu de rôle, même s'il y a un meneur ou une meneuse et des joueurs en face, on ne joue pas jamais en fait contre nos joueurs. On joue avec. On est là pour rapporter de la difficulté, des antagonismes, parce que c'est ça qui rend l'histoire intéressante. Mais en vrai, on est aussi des joueurs. Comme elle disait, hein, on a ces moments de tension quand le joueur lance les dés. Nous aussi, on est dans le jeu à ce moment-là en tant que meneur ou meneuse. Donc oui, on joue avec. On n'est pas là pour punir, on est là pour passer un bon moment. Et en vrai, les échecs, des fois, c'est aussi la partie super rigolote d'un jeu de rôle. Les plus grands fous rires, c'est souvent autour des échecs plus que des réussites. Totalement. En tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de discuter justement de ces jeux de rôle que le public pourrait peut-être découvrir si en plus votre seule référence est Donjons et Dragons. Il y a plein d'autres choses. Oui. Voilà. En attendant, on vous souhaite une superbe fin de journée.